Bonjour à toutes et à tous. Veuillez nous excuser pour le léger retard pris par cette séance de Shoot the Book. Avant d'accueillir le jury qui a sélectionné les 10 ouvrages de bande dessinée lauréats de cette année pour 2024, nous allons vous rappeler un petit peu ce que c'est que ce Shoot the Book, par qui il a été organisé. Je remercie d'ailleurs le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême d'accueillir cette manifestation qui est désormais un rendez-vous incontournable. Je vais donner la parole à deux représentants du CNL et de la CELF pour rappeler les grands enjeux de ce rendez-vous avant d'accueillir le jury sur scène. Bonjour. Très bien. On m'entend bien là? C'est bon? Donc je suis Nathalie Piaskowski, je représente la Société civile des éditeurs de langue française. La CELF est ce qu'on appelle un OGC, un organisme de gestion collective qui petit à petit s'est intéressé de plus en plus dans le détail à la promotion de l'adaptation audiovisuelle, puisque ce sont les droits que nous représentons à travers les éditeurs. Et il y a 10 ans, nous avons créé, la CELF a créé un événement qui s'appelle Shoot the Book, qui est né à Cannes, et dont le principe était à travers des pitchs et un marché de droit, était de promouvoir auprès des producteurs internationaux et des producteurs français les ouvrages qui semblaient aux chargés de droit audiovisuel les plus représentatifs des tendances et des recherches des producteurs. Aujourd'hui, Shoot the Book a été décliné donc en 10 ans en 17 événements. Je ne vous les citerai pas tous. Nous sommes très attachés à privilégier les genres de littérature française, que sont le polar par exemple, mais surtout la bande dessinée. Pascal Perrault en dira quelques mots tout à l'heure sur la place des adaptations de bande dessinée dans l'adaptation. Donc je vais être très courte. Je voulais juste attirer votre attention sur une innovation importante qui est mise en œuvre par la CELF et qui va être lancée dans le courant du second semestre 2024. C'est une grande base de données interactive qui représentera environ 6 000 titres, peut-être un peu moins au début. Et les producteurs pourront, à travers un moteur de recherche, dénicher l'œuvre, soit qu'ils recherchent, soit qu'ils, de manière, je dirais, plus aveugle, rechercher un projet. La grande nouveauté de cette base qui fera la différence avec d'autres bases existantes, c'est que vous aurez la mention pour toutes les œuvres présentes de la disponibilité des droits ou de leur mise sous option. Ce qui vous donnera une information, je crois, très importante. Et surtout, évidemment, vous aurez un accès direct à l'éditeur en charge des droits du livre considéré. Cette base deviendra, j'espère très vite, un accélérateur d'options. Voilà. Merci beaucoup. Vous vouliez parler de la spécificité de la bande dessinée pour des projets, pour des adaptations. Quelle place tient-elle aujourd'hui dans cet univers des adaptations littéraires au sens large? Bonjour à tous. Tout d'abord un remerciement à Nathalie Piaskowski pour son invitation aujourd'hui. Le CNL, comme vous le savez, Centre national du livre, soutient tous les acteurs de la chaîne du livre et on s'intéresse particulièrement à tous les relais de croissance, et les adaptations audiovisuelles évidemment en font partie avec un contexte particulièrement porteur, notamment lié à la transposition de la directive européenne en 2021 qui pose des obligations aux plateformes audiovisuelles en termes de création. Et donc nous sommes efforcés, en lien étroit avec la CELF, de montrer en fait tout l'intérêt pour les maisons d'édition et tout l'intérêt aussi pour les producteurs de créer des passerelles en fait entre ces deux métiers. Alors la bande dessinée en fait partie, mais pas uniquement, et donc nous avons lancé une étude l'année dernière avec Bearing Point en association avec la CELF et le Centre national du cinéma, qui a pour objet de montrer en fait l'ampleur des adaptations audiovisuelles. Alors c'est une étude qui est assez complète, je crois, qui porte sur les années 2015 à 2021,
Nous avons fait expertiser 29 000 titres produits dans l'audiovisuel et dans le cinéma, donc toutes catégories confondues, je précise. Et nous avons fait une étude comparative avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et donc la France, pour voir les grandes tendances en fait, des adaptations audiovisuelles. Alors peut-être juste quelques chiffres sans vous abreuver complètement, mais il faut savoir quand même qu'il y a une œuvre sur 5 aujourd'hui qui est adaptée d'un livre dans les productions de cinéma et d'audiovisuel. On est sur un marché qui est en grosse évolution, hein, puisque sur 6 ans, on constate un doublement des adaptations sur les plateformes audiovisuelles. Donc c'est un marché extrêmement dynamique. La France est le premier pays coproducteur d'adaptation de livres. Et cette étude Bearing Point met particulièrement en exergue, effectivement, les productions du secteur de la bande dessinée, de la jeunesse et de l'animation, qui ont le plus fort taux d'adaptation. Donc ça fait tout le sens aussi de cette rencontre aujourd'hui du Shoot the Book à Angoulême. Peut-être très brièvement pour vous indiquer qu'en fait... Oui, très brièvement, parce qu'on attend du coup le jury qui va nous expliquer ce qu'ils ont choisi et qui répond complètement à l'étude que vous venez de mentionner. Ouais. Non, c'était simplement pour vous dire en fait que cette étude a permis d'identifier un certain nombre de freins pour les producteurs pour faire cette adaptation. Et donc nous allons nous efforcer, en lien avec la SELF d'ailleurs, de lever ces freins. Donc ces Shoot the Book en font partie. Nous allons soutenir aussi au Centre national du livre la plateforme que Nathalie évoquait à l'instant. Et nous allons nous efforcer de mettre à jour cette étude Bearing Point qui est en ligne d'ailleurs sur le site du Centre national du livre. Et nous allons sans doute la mettre à jour dans les mois qui viennent pour intégrer pleinement les effets de ce décret nouveau qui pose des obligations. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Pas mal de chantiers à venir. Merci, nous allons tout de suite accueillir le jury de Shoot the Book. Merci. Allez, je vous accueille sur scène. Audrey Brugère, David Mourier, David Alric, Eric Jay, David Rogers et Simon Gabriel. Je resterai debout pour ces quelques minutes, asseyez-vous, je vous en prie. Merci d'être là avec nous. Vous avez sélectionné 10 ouvrages de bande dessinée très variés. C'est moi qui parle. Très variés, de la jeunesse, de l'ado, des documentaires, des sujets parfois très divertissants, parfois très difficiles. J'ai juste une première question générale. Est-ce que ça a été compliqué de vous mettre d'accord au sein du jury sur tous les projets que vous avez reçus pour en sélectionner que 10 ? Qui veut prendre la parole ? Allez, le micro est devant vous. Est-ce qu'on m'entend ? Non. Ah, celui-ci ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça a été difficile ? Non, je pense pas. Moi, j'étais un des derniers à répondre et j'ai vu un peu les réponses de mes collègues, donc j'ai juste copié. Ça a aidé pas mal. Non, je pense qu'on a, d'après ce que disait Marie tout à l'heure, on a eu un consensus assez évident sur les livres. Pour expliquer un peu l'exercice, on avait donc des pitchs avec possiblement à chaque fois des histoires un peu plus développées et puis les dessins, et il y en avait à peu près 52, c'est ça, je crois. Enfin, il y en avait beaucoup. Et on a eu plusieurs semaines pour les lire, pour se faire une idée. Mais oui, pour répondre à votre question, c'était, je pense, assez simple. Il y a eu des évidences. Non mais oui, en fait, on était tellement d'accord qu'on n'a pas eu à débattre. C'est-à-dire que la sélection s'est faite naturellement, on a tous lu de notre côté, on a mis des scores et en fait, voilà, on était tous d'accord, quoi. Je crois que ça m'était jamais arrivé, j'ai pas fait 100 000 jurys dans ma vie, mais ne pas avoir à discuter la sélection, ça c'était la première fois, quoi. Donc vraiment, on est très content de la sélection, quoi. Est-ce que dans la cinquantaine de projets qui vous ont été présentés, est-ce que vous avez senti des tendances particulières ? Est-ce qu'on est plutôt dans une vague de fiction très grand public ? Est-ce qu'on voit l'émergence de sujets parfois très durs ? On va parler de Wagner, de la Seconde Guerre mondiale, enfin, des choses vraiment compliquées. Est-ce que vous avez vu analyser une forme de tendance, ou est-ce que la diversité des 10 projets que vous avez choisis reflète la diversité que vous avez reçue ?
Alors oui, je pense qu'effectivement, on a eu une grande diversité de projets. Moi, il y a 2-3 choses qui m'ont marqué. D'abord, beaucoup de webtoons. Donc, on a parlé pas mal de manga ce matin et d'une certaine difficulté peut-être pour le manga. Mais c'est vrai que sur une 50aine de projets, je pense qu'on en avait presque 10, il me semble. Donc, on voit aussi que ça draine une nouvelle forme aussi de BD, d'écriture, de culture. Alors, on n'en a pas retenu cette année. Ce sera peut-être pour nos collègues l'année prochaine. Moi, j'ai trouvé pas beaucoup d'humour. Peut-être que ça reflète aussi. Est-ce que c'est une tendance dans la BD? Est-ce que c'est aussi, voilà, il y a tellement de sujets lourds et à contrario, du coup, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est de voir à quel point de nombreuses œuvres étaient extrêmement denses. À chaque fois que j'en ouvrais une, elle faisait 250 pages. C'est vrai que j'étais pas forcément habituée à ça dans mes lectures de BD. Donc vraiment des choses très creusées, très détaillées, très fortes. Et ça a été pour moi un des traits communs aussi dans cette sélection et dans les projets, vous allez voir qu'on a retenus. Bonjour. Écoutez, ça marche? Ça marche, ok. Non, c'était intéressant parce qu'en fait, on a eu un total de 65 ouvrages à lire. Et je pense qu'il y en a certains qui ont été plus assidus que d'autres pour lire tout en détail. Moi, j'ai fait un peu un travail plus de programmateur de ciné, à savoir que j'ai lu les pitchs, en fait, principalement pour orienter mes décisions. Et effectivement, il y avait des choses très diverses, mais très vite, on voit assez ce qui vous accroche, vous, en tant que... Nous, on est distributeurs, je travaille pour SND, M6, et on voit très vite ce qui peut accrocher un public. Et en fait... Pardon. Et en fait, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que je me sens capable, est-ce qu'on se sent capable de sortir ces BD, est-ce qu'on est capable de les adapter en film? Et en fait, voilà, le choix se fait en fait assez facilement, assez simplement. Il y a des choses qui vous paraissent évidentes. Et il y a aussi des choix que vous faites, pas forcément en fonction de vos goûts personnels, mais en fonction du marché. Et en fait, c'est déchirant parce que vous voyez parfois des BD qui sont excellentes et vous avez envie de les faire. Simplement, vous dites, oui, mais le marché est trop compliqué. On est sur du preschool, par exemple. Et là, je veux dire, ça va être compliqué à faire, par exemple. Moi, je raisonnais essentiellement en termes de salles. Pas en termes de séries, pas en termes de télé, mais en termes de salles. Et j'avoue que ça a été assez... le choix se fait assez vite parce que très vite se dégagent des projets qui sont simples à comprendre, à pitcher et à vendre. Parce que le boulot d'un producteur, c'est aussi d'acheter des projets, mais aussi de les vendre à son public et puis déjà avant tout à ses financiers. Voilà. Yes, thank you. I'm sorry, I'm going to speak in English and drop things. My network is AMC Network, and we mostly do genre pieces. You know, we're the home of Walking Dead and Preacher and Breaking Bad. And currently, we have the Anne Rice Library, so that's going to create lots and lots of further genre pieces. It was a real delight, though, to look at these comics and see them both being genre pieces, but also very intimate in scale. And even though sometimes I'd look at a pitch, and even though it didn't have an element of genre in it, I really wanted to look closer at it because the concept, though simple, was interesting. I think we all really liked the Proust one, didn't we? Like, it's just the smallest and most intimate story, I think, of the bunch. And also, if you say Proust to an American audience, they are immediately falling asleep, and so, but it was like, I want to know about this relationship, and I thought I was very charmed to see it kind of rise to among the competitors in this whole jury process. And so that was a delightful surprise, and I hope that we can champion more things like that in the American market. I think if you're passionate about it and you know how to talk about it and pitch it, then anything is possible. And I think that I've always thought that radical ideas make radical TV.
you know, you have to try something a little bit wild. And I'm lucky to work for a TV network that is willing to try that every once in a while. And so this was a wonderful experience, just reading these comics. Oui. Est-ce que justement, vous parlez du marché, du marché américain, des marchés internationaux, parce que c'est ça dont on parle aussi. Est-ce qu'il y a une spécificité, parce que vous n'avez retenu que des livres français, enfin créés par des auteurs, alors parfois espagnols aussi, mais vraiment publiés pour la France. Est-ce qu'il y a une spécificité de l'écriture de bande dessinée française, ou c'est la spécificité peut-être juste de l'écosystème qui fait qu'on a une diversité d'œuvres? Enfin, parmi tous ceux que vous avez retrouvés, voilà, vous avez choisi des livres français. Est-ce que dans l'écriture, dans le graphisme ou la narration, il y a quelque chose de typiquement français qui peut intéresser les autres? Bonjour. Je vais avoir un peu de mal à répondre là-dessus parce que je ne suis pas un spécialiste de la bande dessinée internationale de manière générale, donc je peux simplement parler du panel de bande dessinée qui nous a été proposé. Je ne dirais pas qu'il y a une différence qualitative ni une espèce de nature intrinsèque au dessin ou au récit qui soit proprement français. Il se trouve juste que les 10 bandes dessinées qu'on a choisies sont françaises. Et pour rebondir un petit peu sur ce que disait Eric, moi j'ai essayé plutôt de m'abstraire un peu, de m'extraire d'un regard professionnel et de marcher plus à effectivement une question d'adaptabilité sans se poser forcément la question du format et une question de spectateur. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'accroche à l'histoire? Et est-ce que c'est quelque chose qui intéressera d'autres personnes que moi? Mais sur la question d'une spécificité purement française dans les 10 bandes dessinées qu'on ait eues, j'ai pas l'impression. Il y a peut-être, je trouve que c'est assez éclectique ce qu'on a choisi. Il y a des œuvres qui ont une forme de maturité qu'on n'a peut-être pas retrouvée ailleurs dans les sujets qu'elles abordent. Il y a eu aussi un lien avec l'actualité que peut-être d'autres bandes dessinées n'avaient pas. Mais voilà, je ne saurais pas faire une généralité sur la bande dessinée française, de mon côté en tout cas. Juste, je suis seul dans le groupe qui suis auteur, voilà. Et bizarrement, j'ai fait les mêmes choix qu'eux. Et pourtant, moi, je pensais pas à est-ce que ça va faire des entrées ou tout ça. J'ai pas pensé. Moi, j'adore les comics. Je viens des années 80. Je lisais des Marvel et voilà. J'adore les mangas parce que le Club Dorothée j'ai été biberonné à ça. Donc, du coup, j'ai tout lu avec le même intérêt. Juste dans la sélection qu'on a eue, je suis allé vers les choses qui me paraissaient les plus originales, en fait. C'est les histoires qui m'ont tapé dans l'œil où je me suis dit ça j'aimerais le voir bouger, que ce soit en animé ou en film. Vraiment, moi c'est le seul truc. Et bizarrement, on a tous eu les mêmes choix, donc oui, même quand on se projette pas dans le nombre d'entrées, j'ai l'impression que notre sélection fonctionne aussi, quoi. Voilà. Pour ajouter à ce que tu dis, je pense qu'effectivement l'originalité était pour nous tous un critère très important. Après, en tant que producteur chez Studio Canal, je pense qu'une des forces de la BD, c'est aussi la capacité à créer vraiment des marques, des licences par rapport à la littérature en général. Et moi, c'est aussi ce que j'ai essayé de chercher à travers quelques-uns des projets. C'est voilà, est-ce que cette BD, elle est suffisamment forte pour en faire une série, une saison, 2 saisons, 3 saisons, un film, 2 films, 3 films? C'est évidemment pas le cas de toutes, mais je pense que c'est une des forces de la bande dessinée, de savoir créer des univers très forts, très visuels, et déjà qu'on peut projeter sur le long terme. Et aujourd'hui, on le sait, c'est beaucoup ce que cherchent les diffuseurs, et donc ce qu'on cherche aussi en tant que producteur. Petite remarque, moi je suis producteur de séries d'animation pour un public adulte, et j'ai vraiment essayé de me placer à la place du marché. Et ce que je dois dire, c'est que honnêtement, j'ai vu difficilement une œuvre parmi les œuvres qu'on a choisies pour adultes adaptable en animation par rapport au marché. Par contre, en termes de fiction, j'ai trouvé que, vu l'état actuel du marché, c'était plus facile de se projeter sur une adaptation en live plutôt qu'en animation. Voilà, c'est une petite note pour les producteurs qui vont pitcher. Je crois beaucoup plus aujourd'hui à la fiction que à l'animation en termes de marché.
justement, vous parlez de fiction, d'animation et de développement d'univers. Vous avez choisi 2 séries sur les 10. Alors que j'imagine qu'on vous en a présenté plus, des séries qui ont des univers importants avec plusieurs tomes. Est-ce que justement ça vous a pas manqué? Est-ce que on vous a pas présenté plus d'univers avec plusieurs tomes ou des séries qui continuent? C'est le cas d'Enola, Clos, mais voilà, on n'en a que 2 cette année. Est-ce que ça dénote aussi d'un marché qui se recentre vers des ouvrages à grosse pagination ou plus pour fiction adulte? Est-ce que c'est pour vous symptomatique de quelque chose? Et David, est-ce que ça vous a déçu de ne pas avoir plus d'univers d'ampleur comme ça? Qui veut répondre? Grande question. Oui. I'm always looking for things that can be done as a series. The longer, the better. I want big worlds, large, expansive worlds, but maybe not too big. It still has to be grounded. It still has to have human, recognizable emotions in it. So, I don't want something that's going to be a $20 to $30 million budget per episode. 7 is nicer. 5 to 7. Let's keep it within. Let's keep it grounded and not too out there. I think this is why, everyone loves Brian K. Vaughan's stuff, but Saga has always been difficult. It's always on the market, and it's the only one of his things that sort of resists getting optioned because of the investment. But I wasn't disappointed because I just adjusted my thinking. I was like, well, maybe it's not right for us, or maybe it's not right for TV. I love movies. I love features. I want more features, and so I think. Book scouts like me, we have been disdaining books that are it's the way how we dismiss it. Oh, it's a feature. We used to, and 10 years ago or 15 years ago, a feature was more valuable than a TV show in terms of the option that we paid for it. And so, I still love features though. And so when reading these submissions and when reading the books that we were reading, I thought that, if it was wrong for TV, I didn't necessarily mean it's wrong for adaptation, and so that was my thinking. Très bien. Est-ce que, Davy, vous voulez ajouter quelque chose en tant qu'auteur? Vous avez été adapté aussi. Est-ce que on présente désormais, quand on se lance dans un projet de bande dessinée, est-ce qu'on imagine aussi tout de suite ce que ça pourrait faire en animé, en série, en film? Alors en vrai, au départ, jamais, non. Quand on fait de la bande dessinée, déjà on est hyper content de réussir à faire de la bande dessinée, donc déjà ça suffit. Effectivement, à partir du moment où j'ai eu ma première série qui a été adaptée en dessin animé avec succès, parce que France Télé, on est à la saison 4, là samedi on présente la saison 4, donc 4 saisons c'est pas mal. Donc oui, effectivement, là déjà j'étais hyper content, mais c'est vrai qu'après, quand Canal m'a acheté Chaton contre dinosaure chez Jungle, on est en train de l'adapter. Là, je me suis dit, ok, ça fait 2 bandes dessinées que j'invente, qu'on adapte. C'est vrai que là, la BD que je suis en train de faire pour Albin Michel, effectivement, j'ai placé des choses en me disant, ok, ça pourrait être agrandi, développé, ce personnage pourrait avoir sa propre histoire à côté, et là on pourrait faire plus d'épisodes, parce que c'est vrai qu'au départ je faisais juste mon histoire dans mon coin, et quand on se met à écrire et qu'on me dit il faut 51 épisodes alors que j'ai 40 pages, bon là à un moment je me dis il va falloir étirer un petit peu le scénario. C'est vrai que maintenant je réfléchis un peu à ça, à avoir un univers étendu, ou plus précisément un univers assez crédible pour qu'on puisse mettre des histoires à l'intérieur et faire un univers fou pour pouvoir jouer avec cet univers après. Voilà. Mais en tout cas, je ne fais pas de la BD rien que pour ça. Mais c'est vrai que maintenant j'y pense. C'est vrai. Très bien, alors on verra peut-être dans un prochain Shoot the Book ce projet-là être pitché. L'heure tourne, merci à vous toutes et tous d'être venus. Bravo au jury, et maintenant la place au pitch.